Bonjour à tous. En 2013, le musée maritime de Nouvelle-Calédonie a été complètement transformé. Il est aujourd'hui magnifique. Beaucoup d'entre vous ont déjà dû le visiter. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire découvrir une autre facette de ce lieu magique, le côté coulisses. Vous allez voir qu'ils sont nombreux à travailler pour vous offrir les plus belles pièces de collection. Entre terre et mer, c'est tout de suite sur NCTV. Valérie Vattier, bonjour. Bonjour Antoine. Merci de nous ouvrir les portes de votre musée. Vous êtes le bienvenu. Alors vous êtes la directrice du musée maritime de Nouvelle-Calédonie depuis 2003. Mais alors, quand avez-vous décidé de refaire entièrement ce musée? Vous imaginiez quoi? Alors ça fait déjà quelques années puisqu'on a rouvert en juin l'année dernière. Il y a eu 3 ans de chantier et en fait en 2009, après 10 ans d'ouverture du musée, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que le musée n'avait jamais été rénové, transformé. L'espace dans lequel on se trouve là aujourd'hui était devenu vraiment très obsolète, n'intéressait plus beaucoup les visiteurs locaux. Donc il était temps de refaire, de rénover, de redonner un coup de jeune à cet espace. Alors en parlant de coup de jeune, vous avez essayé aussi de rendre le musée ludique. Oui, de faire en sorte que ce musée s'adresse à tous les publics, de tous âges, de toute origine. Et on a vraiment eu envie de s'adresser au jeune public encore plus que ce qu'on faisait avant, en créant un petit peu dans tous les espaces, des espaces qu'on appelle les espaces enfants-famille, qui permettent eh bien, de découvrir ce musée autrement, avec des manipulations, un langage spécifique et des activités qui soient adaptées. Et alors, Valérie, qu'est-ce qu'on retrouve comme thématique? Qu'est-ce qu'on va trouver? Là, en fait, on a découpé l'histoire maritime de la Nouvelle-Calédonie en 4 grandes thématiques, enfin, je dirais en 3, plus une consacrée plus spécifiquement à l'histoire de l'expédition La Pérouse, qui raconte d'ailleurs en même temps l'histoire de ces grands voyages de découverte du XVIIIe siècle. Et puis 3 autres thématiques, donc une autre sur les grandes voiles du commerce, ces grands navires qui sont venus chercher des ressources propres à la Nouvelle-Calédonie, et également ces bateaux de commerce qui venaient en Nouvelle-Calédonie alimenter les magasins, les grands magasins du début de l'époque coloniale, fin 19e. Donc ça, c'est une deuxième thématique. Une troisième thématique, donc là, plus liée aux liaisons maritimes, mais à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, ces navires qui faisaient le lien entre les différents points côtiers de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi entre la Grande Terre et les îles, avec l'histoire du cabotage. L'histoire de la Monique, bien évidemment, qui est quand même une très grande tragédie locale puisqu'il y a eu 126 disparus. Et puis, dernière thématique, là on est plus sur les migrations maritimes, les migrations humaines vers la Nouvelle-Calédonie depuis les premiers navigateurs, donc 2000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à, on va dire, grande migration, celle de l'époque américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le but de cette exposition permanente n'est pas d'approfondir tous les sujets, elle est là pour ouvrir des fenêtres qui seront approfondies après au travers d'expositions temporaires, ou par ailleurs avec d'autres musées comme le musée de la Seconde Guerre mondiale ou le futur musée du bagne, le futur musée de Nouvelle-Calédonie qui va être rénové bientôt. Voilà, il y a d'autres musées qui peuvent prendre le relais pour approfondir des sujets que nous, on n'aurait pas approfondis et inversement. Alors Valérie, votre musée renferme de magnifiques pièces de collection, comme ici la lentille du phare Amédée. Oui, c'est une pièce vraiment exceptionnelle qui a été construite en 1862 à Paris et amenée ici en Nouvelle-Calédonie pour éclairer le phare Amédée depuis 1865 jusqu'au début des années 90. Ensuite, elle a été déposée et on a eu la chance de pouvoir la voir ici au musée depuis 2007. Combien
Comment est-ce qu'on fait pour trouver toutes ces pièces lorsqu'on a un musée comme le vôtre, Valérie? Il faut savoir que les 3/4 de nos collections qui sont présentées dans le musée ou qu'on a en réserve encore proviennent d'épaves du fond de la mer et que ces objets ont été collectés par 2 associations qui, elles, sont à l'origine de la naissance de ce musée, à savoir l'association Salomon et l'association Fortune de mer. Donc l'association Salomon travaille exclusivement sur l'histoire, l'expédition La Pérouse qui a fait naufrage à Vanikoro aux îles Salomon, alors que l'association Fortune de mer, elle, travaille sur des recherches, mais aussi la prospection et la découverte d'épaves autour de la Nouvelle-Calédonie. Les associations Fortune de mer et Salomon, est-ce qu'elles ont fait des découvertes originales durant leur recherche? Alors l'association Salomon, oui, puisque nous avons ici au musée maritime la plus grande collection La Pérouse au monde, avec des objets absolument uniques du XVIIIe siècle. Et puis l'association Fortune de mer, bien sûr, il y a quelques collections comme le Tacite ou encore ce safran du minéralier Le Roanoke qu'on peut aller voir si vous voulez. Avec plaisir, ouais. Donc voilà l'une des fameuses pièces originales du musée. Oui, c'est le safran du Roanoke, c'est le plus grand safran en bois du monde. Alors qu'est-ce que c'est qu'un safran? En fait, c'est cette pièce de gouvernail qui permet au navire de pivoter, de changer de direction. Et elle vient donc d'un minéralier qui transportait du chrome, qui est aussi le plus grand minéralier en bois du monde puisqu'il faisait 116 mètres. Hors tout, et il a fait naufrage, en fait il a coulé dans la baie de Niue, donc au large de Kumak, en 1905 à la suite d'un incendie. Donc toute l'épave est dans le fond de la baie et c'est tout ce qui reste en dehors du chrome. Ça a été remonté par l'association Fortune de mer en 1984, restauré dans un premier temps et amené ici en 2003. Alors à partir du moment où ces pièces arrivent au musée maritime, on en est responsable. Donc aussitôt elles sont inventoriées et puis ensuite il y a le travail de traitement, de restauration qui est mis en place. Alors justement, ces pièces, lorsque vous les avez sélectionnées, elles sont envoyées dans le laboratoire du musée maritime pour les restaurer. Allez, on regarde. Alors cette poignée de sabre, qui vient de l'épave de la Seine, a échoué, a fait naufrage en 1846. La première étape, tout d'abord, quand les objets arrivent au musée, on les dessale. On les met d'abord dans des bacs à eau pour qu'ils se déchargent de tout le sel qu'ils ont à l'intérieur. Et après, quand on voit que l'eau se stabilise et que le sel est parti, là on commence à faire du traitement préventif avec mécanique, chimique. Donc chaque matériau nécessite des traitements différents. Si c'est du verre et de la porcelaine, un dessalement ça suffit, je les laisse dans les bacs. Alors que les métaux, c'est un peu plus compliqué. Après le dessalage, il faut que je continue un traitement soit chimique ou mécanique. L'acide va ramollir la gangue qui est sur l'objet et moi ensuite, par-dessus, je vais venir le gratter petit à petit comme ça, par section. Il faut que je fasse du tamponnage, je mette de l'eau et je gratte. Je tamponne, je mets de l'eau et je gratte. Alors cette poignée est très intéressante parce qu'en fait on peut imaginer qu'il y avait la lame qui suivait là tout le long et que dans l'eau en fait la lame a complètement disparu, il reste que la poignée. Ça prend beaucoup de temps, il faut être très patient, très minutieux, ça peut prendre des jours et des jours, donc c'est vraiment un métier de patience. Voilà. La finalité du traitement des objets, en fait, à la fin, c'est de les stabiliser, qu'ils ne se dégradent pas plus, en fait, donc on doit les arrêter là où ils sont. J'ai l'impression d'être dans un autre siècle quand je suis avec ces objets-là, puisque ce n'est pas des objets du quotidien d'aujourd'hui, en fait. Donc oui, c'est vrai. Il faut que je rentre dans les détails et je ne vois pas très bien. Donc il me faut une loupe un peu plus puissante, donc je vais aller sous le binoculaire.
De se dire que j'ai participé à ça, c'est gratifiant en fait. Oui. Je pense que c'est cette proximité, j'ai un lien un peu personnel avec l'objet, je suis toute seule avec lui, un peu intime et tout, donc c'est plus ça que d'être toute seule avec lui, c'est ce qui me plaît le plus. Chaque objet a une histoire, du début jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que même le petit clou du navire, il a aussi sa petite histoire, il aura son petit numéro, il sera dans la base de données. Donc le moindre petit objet a une histoire. Je définirais mon métier comme un docteur des objets. Donc je les soigne, je veille à ce qu'il n'ait pas plus de bobos, qu'il n'ait pas de bobos par la suite aussi. Donc oui, je dirais que je suis docteur des objets plutôt. Quand le traitement est fini et que je vois que tout est parti, tout est tout beau, je peux peut-être faire des finitions, enlever, je le passe sous l'eau, un petit coup de brosse, après c'est séchage. Quand il est vraiment bien sec, là je passe un inventaire. Et voilà. Alors maintenant, on est sur le point d'inventorier la poignée de sabre. Donc là, je vais la rentrer dans la base de données. Je vais lui donner un numéro d'inventaire. Ensuite, dire de quelle épave elle provient, donc de la Seine. Ensuite, en quelle année elle a été découverte. Ensuite, je vais lui prendre ses mesures sous toutes les dimensions, son poids. Une jolie photo avec une barre d'échelle et son numéro bien en évidence. Je la prends sous tous les angles. Ensuite, observation, je fais la description de l'objet et ensuite je lui cherche un lieu de stockage. Maintenant, on va passer à son lieu de conservation. Donc là, ça sera l'endroit où est-ce qu'elle va rester, lui trouver un endroit dans la réserve, une boîte. Dans sa petite poche. Hop, elle est rangée. Sa petite boîte. Voilà. Et hop, voilà, elle a sa place. Donc vous avez donc pu voir le traitement donc, de la poignée de sabre qui sera prochainement donc, exposée au musée pour la future exposition temporaire. Donc voilà, vous avez pu découvrir en avant-première un peu le traitement d'un des futurs objets qui sera au musée. Dis donc, c'est impressionnant tout ce travail de restauration. Oui, ça demande beaucoup de minutie. On peut avoir une grande quantité d'objets qui arrivent après chaque campagne de fouille. Donc il faut être très minutieux, il faut être très organisé et puis il faut être très attentif parce que moindre erreur peut porter atteinte à l'objet. Donc il faut être aussi très passionné pour faire ce genre de travail. Alors Valérie, moi j'aimerais savoir si vous avez trouvé des trésors. Chaque objet qu'on retrouve est un trésor en lui-même. À partir du moment où il raconte l'histoire, c'est notre trésor à nous, c'est notre richesse, c'est ce qui nous permet de connaître notre histoire. Et donc on a ce rôle, nous, en tant que conservateurs, en tant que dirigeants de musée, eh bien, de le gérer, de garantir sa conservation pour pouvoir en faire profiter au plus grand nombre. Alors Valérie, on vient de parler des pièces de collection. Mais on trouve au musée aussi de très jolies maquettes de bateaux. Est-ce que c'est un moyen de mieux raconter l'histoire? Est-ce que c'est un moyen de mieux se la représenter? Ou est-ce que c'est un moyen tout simplement de faire marcher l'imagination des visiteurs? Vous avez raison, en fait je dirais que c'est un peu les trois à la fois. C'est un autre support qui permet de raconter l'histoire aussi bien qu'une image ou un texte. Et on a cette chance ici, effectivement, d'avoir de très belles maquettes. Celle-ci est un peu particulière parce que, en plus du navire, elle est habitée, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu qu'elle représente une scène. Donc c'est ce qu'on appellerait plutôt un diorama,
à partir du moment où la maquette est en action. Il y a, on symbolise la marchandise, la vie à bord, absolument. Et cette maquette donc, est celle de la Monique. On a voulu la représenter dans les conditions dans lesquelles elle était au moment de quitter Marais, le 31 juillet 1853, c'est-à-dire quelques heures avant la tragique disparition de ce caboteur. Comment sont-elles conçues, ces maquettes ? Mais en fait, la plupart du temps, c'est à partir de plans d'époque. Donc, il y a un gros travail de recherche en archives qui est réalisé, pas forcément par le maquettiste, ça peut être par des gens d'ailleurs de l'association Fortune de Mer ou par nous au musée maritime. Donc, on alimente, on donne de la matière pour que la personne qui va réaliser la maquette puisse la faire au plus près possible de la réalité. Justement, Valérie, nous avons rencontré l'un de ses spécialistes. Il s'appelle Jacques Laville. Et il est retraité de la marine marchande, donc il a aujourd'hui pleinement le temps de se consacrer à sa passion préférée. Je pense plutôt que, étant gosse, on a commencé par faire des petits bateaux, tu vois, pour naviguer dans la baie des Citrons. Là. Puis, je me suis un peu essayé quand même aux maquettes d'avions, mais j'aimais pas les avions, j'étais pas bien bon. C'était plus facile pour moi les bateaux, quoi. Et surtout de travailler le bois. On travaillait avec le bois, il n'y avait pas encore les maquettes en plastique, quoi. Alors là, le bateau, la coque est finie. Là, les peintures sont faites. Maintenant, il faut attaquer le gréement. Toutes les pièces sont prédécoupées. Par exemple, la forme de l'étrave, c'est découpé. La quille, c'est une pièce, un morceau de bois, tout ça. Mais tout déjà est prédécoupé. Les couples aussi sont découpés. Il n'y a plus qu'à les... Enfin, il y a des lames. Il y a des petits morceaux qui ne sont pas coupés. Il faut qu'on rentre alors avec une scie, puis on casse quoi, pour que la pièce... Donc il y a ça à faire sauter, puis ensuite un petit coup de papier de verre et on monte la coque ensuite. Ça fait joli à la fin. C'est un bateau qui a une histoire, qui a quand même... qui a existé, quoi. C'est pas un bateau n'importe quoi qui est imaginaire. J'aime bien les voiliers, moi. J'aime bien parce que d'abord c'est un voilier, tu te déplaces avec le vent, tu vas n'importe où avec du vent. Donc ça coûte pas cher, hein. C'est un truc écologique. Bon, il faut être patient, quoi, c'est tout. Je pense aussi que de construire un bateau comme ça permet de rêver un petit peu, tu vois, sans bouger de trop. Hein, je pense que dans l'homme, il y a toujours un peu du rêveur quand même. On peut rester comme ça, puis penser un peu. Ça. Je m'imaginais un peu la vie des équipages sur ces bateaux, ça ne devait pas être toujours très, très drôle, quoi. C'est un travail, c'est un travail comme un vrai bateau, sur un vrai bateau, quoi. Hein. J'ai jamais eu de formation de charpentier de marine ou un truc comme ça, quoi. Hein. Bon, construire une maquette comme ça, même si tu n'arrives pas à faire bien mettre le bordé en forme, tu peux le camoufler, boucher les trous, et puis après, avec la peinture, on ne voit plus rien, quoi. Mais c'est un plaisir, c'est machin. Et surtout, tu travailles à ton rythme, hein. Tu travailles quand tu as envie, quand t'as pas de contraintes, quoi. Hein. Tu travailles quand ça te plaît, ça. Plus grosse pièce qu'on ait faite en modèle réduit. Ah ben ça doit être le Polynésie, mais j'étais pas tout seul. Hein. Le Polynésie, on l'a fait au pilotage, c'est un bateau du pilotage. Hein. Lui, il faisait 2,08 mètres. On était 3 là-dessus, donc il y avait les 2 frères Beaumont, plus moi. Elle est au musée de l'histoire maritime, oui, le Polynésie, oui, c'est un beau bateau. Hein. Alors,
au musée, alors, donc, il y a le Nickelin, donc j'ai travaillé sur le Nickelin, le Polynésie, l'espèce de, alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le John Fire, je crois, que l'espèce de santalier capoteur goélette là, et le France pour l'amateur, pour remettre en ordre un peu l'amateur, c'est tout. Et puis j'ai donné un peu la main avec Michel Beaumont sur le gouvernail, on a fait du cuivre. Mais là c'était bien, on tapait du cuivre. On a doublé le cuivrage du gouvernail. C'est bien amusé. Valérie, quand vous avez conçu ce nouveau musée, vous avez décidé de faire appel à de nouvelles technologies. On est aussi dans des espaces de projection de films, notamment avec la reconstitution d'un naufrage, presque en grandeur nature. Enfin, c'est quand même très impressionnant. Est-ce que vous comptez en faire d'autres à l'avenir ? Alors oui, pourquoi pas. Et là, c'est vrai que la reconstitution de ce naufrage, qui est le naufrage de l'expédition La Pérouse, est très réaliste. Il faut savoir quand même que ça a été réalisé en métropole par le réalisateur Yves Bourgeois. Donc c'est pas forcément très facile à mettre en œuvre. Ça a un coût aussi. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir différents axes de présentation pour mieux s'imprégner de l'histoire, mieux la découvrir. Donc la pédagogie, elle est importante, et encore plus vis-à-vis de nos scolaires, qui est un public quand même de plus en plus important. Alors justement, nous avons suivi une classe de CM1. Je vous propose tout de suite d'aller voir comment ces jeunes ont réagi à tout ce qui leur a été proposé. Bienvenue au musée. Je m'appelle Thierry Aumont et c'est moi qui suis responsable des visites guidées et des animations. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas le musée, vous avez 4 modules qui sont autour de vous, mais on va se consacrer à l'histoire de la Pérouse, les expéditions et pourquoi ces Européens allaient si loin de chez eux pour aller dans le Pacifique. Voilà, asseyez-vous. Regardez bien, on a toute une série de personnages avec des dates. Vous pouvez remarquer que tous ces personnages en question, c'est que des Européens. On a des Espagnols, des Portugais, des Hollandais, des Français, des Anglais. Alors moi, je vais d'abord vous poser une question. C'est tous ces Européens qui sont allés, parce que tout ça, ce sont des Européens qui sont allés dans le Pacifique. Qu'est-ce qu'ils allaient bien faire si loin de chez eux? Pour découvrir de nouvelles terres. Oui, découvrir de nouvelles terres. Mais pourquoi? Pour trouver la richesse et l'or et aussi des épices et aussi trouver une bonne terre pour habiter. Les richesses, ça me plaît bien. Vous avez vu que cette visite était très passionnante et à partir des anecdotes récoltées par le guide, les enfants devront écrire un résumé de la visite. Mais à partir de ce moment-là, ces gens-là, la première motivation qu'ils ont, c'est le commerce, c'est le business, c'est les sous. Cette visite, j'espère qu'elle permettra aux enfants de prendre conscience de la richesse du patrimoine maritime de la Nouvelle-Calédonie. 3 grands voyages de Cook, avec toutes les découvertes qu'il a fait, eh ben, ça a permis à l'Angleterre d'avoir des cartes du monde très précises pour l'époque, hein, je vous rassure. C'est important que les enfants puissent visiter ce musée maritime parce que c'est une immersion totale dans l'histoire maritime. C'est vivant, c'est passionnant, c'est presque magique pour eux. Voilà ce qu'on pense qui s'est passé. On sait que la Pérouse est arrivée au large de l'île de Vanikoro pendant une tempête. C'était énorme. C'était peut-être même un cyclone, on n'en sait rien, mais c'était une grosse tempête. Et alors, les visites, en général, ce sont des visites à la carte. Au musée maritime, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on s'arrange avec l'enseignant. Quand l'enseignant demande une visite, on essaye de s'arranger ensemble pour essayer de savoir un petit peu ce qui va être ce que l'enseignant veut apporter à ses élèves.
Et puis nous, ce qu'on a dans le musée, à partir de là, avec ces 2 éléments, on essaye de faire une visite appropriée. Dans chaque espace, on a prévu déjà un espace, ce qu'on appelle l'espace enfant-famille, qui permet aux familles de venir au musée et de laisser les enfants s'amuser avec les jeux qui sont à disposition. Et au niveau même des visites que l'on fait, même au niveau des scolaires, on essaye justement d'apporter ce côté ludique parce que pour éviter de se retrouver, que les enfants se retrouvent dans la même situation qu'à l'école, étant donné que là on est au musée et il faut donner justement une image différente que l'image de l'école. Donc Louis XVI a envoyé une expédition avec d'Entrecasteaux comme commandant, mais d'Entrecasteaux n'a jamais retrouvé les traces de la Pérouse. Ma plus belle récompense, c'est ceux qui reviennent avec leurs parents. C'est déjà arrivé et j'avoue franchement que c'est une grande satisfaction. Mais ne serait-ce que de voir le sourire des enfants et de voir qu'ils ont passé un bon moment, parce que ça se voit s'ils ont passé un bon moment ou s'ils sont ennuyés. Et quand je vois le sourire des enfants et la façon dont ils nous disent au revoir, c'est ma plus belle des récompenses parce que je sais qu'ils ont passé un bon moment et ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Valérie Vattier, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de votre musée. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de faire découvrir cet espace et de partager notre passion. Bien sûr, vous n'avez pu découvrir qu'une infime partie de toutes les merveilles que l'on peut voir ici. Je vous conseille vivement de venir sur place. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!